Donc, comme le disait un camarade hier sur notre UFR, j'ai été actif et à la CGT, je suis retraité, toujours à la CGT, et oui, je compte pour un, bien évidemment. Et l'important pour moi, c'est de regarder comment on travaille ensemble sur nos revendications d'actifs et de retraités. Alors, ce n'est pas toujours facile. J'ai lu qu'on regrettait, par exemple, que l'initiative sur les 70 ans des congés payés n'a trouvé l'écho qu'au-delà sur la vie nouvelle, mais pas, par exemple, dans Ensemble ou la NVO. On a été quelques-uns à regretter quelquefois que certaines de nos actions ne soient pas assez relayées par toutes les structures de la CGT. Je pense par exemple à notre journée nationale sur Paris le 3 juin ou même peut-être nos dernières actions. Mon propos n'est certainement pas de critiquer telle ou telle de nos structures, de mettre en opposition actifs et retraités. Mais quand même, pour avancer ensemble, cela nécessite aussi d'être lucide sur notre vie syndicale collective. En toute lucidité, il est peut-être d'ailleurs quelquefois confortable, entre guillemets, pour nos structures retraitées, de conduire notre activité à côté des actifs, et non pas avec. Mais l'ampleur des attaques contre le monde du travail nous impose de travailler ensemble pour faire grandir un rapport de force pour gagner. On a l'obligation de mobiliser un maximum de salariés, qu'ils soient actifs, chômeurs ou retraités. 6 millions de chômeurs, camarade a dit 15 millions de retraités, et des millions de jeunes en galère avant de trouver un emploi stable. On doit travailler pour mieux coller à cette géographie salariale. Laisser toute leur place aux jeunes en galère dans notre CGT et aux vieux qui sont de plus en plus nombreux dans la société, mais pas dans la CGT si on regarde nos états d'orgas. Un argument qui est quelquefois d'ailleurs utilisé pour ne pas travailler ensemble, mais vous les retraités, c'est plus la santé, le logement, les transports, les services publics. Ce sont certes des revendications majeures, mais espérez que les 110 000 retraités CGT et notre influence sur les millions d'autres vont suffire pour lutter contre la désertification de nos territoires, j'en doute. Et j'ai la faiblesse, moi, de penser que le jeune actif sur ma commune, il est aussi attaché, par exemple, au bureau de poste. Et l'efficacité sur un territoire, c'est la lutte ensemble, là aussi, actifs et retraités, dans le cadre de nos unions locales. On attend aussi les retraités n'ont plus de patron pour sortir du champ professionnel. Certes, on n'est plus subordonné, mais le patronat, lui, il est toujours redevable des conditions de travail sur notre santé, du salaire socialisé que représente notre retraite, du retour à l'indexation des retraites sur les salaires qu'on voudrait gagner, d'un certain nombre d'avantages liés à une profession qu'on devrait tendre à tous les retraités d'un même secteur d'activité. Là aussi, les luttes ensemble, actifs et retraités, sont nécessaires. Sur notre responsabilité particulière dans le renforcement de la CGT parmi les millions de retraités. Est-ce qu'on va pouvoir relever ce défi avec l'ensemble de nos forces organisées? Bien sûr, les 110 000 retraités de l'UCR, mais aussi les 12 000 retraités qui sont toujours comptés chez les actifs. Et pouvoir compter au fur et à mesure de leur départ sur les 45 000 retraitables CGT. Sur notre UFR, on mène la bourre pour travailler ensemble, actifs et retraités, et c'est loin d'être facile pour garder à la CGT les 8 236 retraitables parfaitement identifiés. Sur mon UL, je milite avec d'autres camarades, d'autres professions, pour donner une lisibilité à notre syndicalisme retraité avec des initiatives régulières sur notre territoire d'UL. La semaine dernière, une ancienne syndiquée, je dirais orpheline de toute structure CGT retraitée dans sa profession au moment où elle est partie, va se resyndiquer. Une syndiquée de plus. Mais on peut croire que si on est vraiment très très nombreux à s'y mettre, on pourra peut-être récupérer quelques-uns des milliers de retraités CGT qu'on a abandonnés faute d'organisation retraitée dans de trop nombreuses professions. Il faut arrêter de marcher, je dirais, à l'envers. La première priorité, c'est de permettre à chacun des 45 000 retraitables CGT d'avoir une section, un syndicat professionnel au moment de partir où on peut se retrouver dans une organisation de retraités. Oui, il nous faut être plus nombreux à la CGT pour aller à la rencontre des milliers d'autres qui nous attendent.
Ne laissons pas partir les 45 000 en espérant les retrouver un par un sur les marchés ou ailleurs. Et enfin, le renforcement ne se construit pas avec, je dirais, le débauchage de retraités CGT affiliés dans différentes structures. Ça ne fera pas ça un syndicat de plus. Et je pense que c'est contre-productif sur les revendications du camarade. Bon, voilà. Le serment d'Hippocrate, c'est soigner les malades et avoir les moyens de le faire. La loi Bachelot, qui a mis en place l'ARS, l'ARS c'est l'Agence régionale de santé, a décidé de faire 3 milliards d'économies dans la santé. Ce sont les intérêts marchands qui décident maintenant des soins donnés aux patients, qu'on appelle désormais des clients. Et vous êtes tous concernés, hein. Des choix s'imposent dans une telle catastrophe sanitaire. Faut-il soigner le malade jeune plutôt que le vieillard, qui ne produira plus de richesse, mais qui représente un progrès de l'humanité et la résultante de notre sécurité sociale? Faut-il réduire et supprimer la rééducation qui permet d'éviter que des personnes âgées croupissent dans des fauteuils roulants dans les maisons de retraite par manque de moyens financiers pour les rééduquer, les faire marcher, leur redonner le goût de vivre? La circulaire 82-26 du 7 septembre 1982 avait institué un comité national des retraités et des personnes âgées, le CNRPA, et les CODERPA, qui avaient pour mission de défendre les intérêts des retraités et personnes âgées. La CGT y a joué un rôle primordial. Cette circulaire a été jetée aux oubliettes et remplacée le 29 décembre 2015 par le CDCA. Alors là, c'est super. Conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie, de tout ça pour les personnes âgées, où les mots retraités et personnes âgées ont disparu, mais qui devrait, d'après eux, assurer la participation des personnes âgées et des personnes handicapées à l'élaboration et la mise en œuvre des politiques de l'autonomie dans le département, et être également compétent en matière d'accessibilité au logement, d'habitat collectif, d'urbanisme, de transport, de scolarisation, d'intégration sociale et professionnelle et d'accès à l'activité physique, aux loisirs, à la vie associative, à la culture et au tourisme. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais c'est un vaste problème qui demande des moyens indispensables de fonctionnement. Et pour construire cette politique, il faut donner la parole aux retraités et aux personnes âgées. Par suite du transfert des compétences de l'État sur les collectivités locales, sans transfert des budgets correspondants, c'est-à-dire 3,5 des milliards, hein, pas des millions, hein, 3,5 milliards d'euros dans notre département, et les 3,7 milliards d'économies dont le budget de 2015 est amputé, on est bien loin de pouvoir réaliser un programme quelconque. Or, dans le département du Nord, 18% de la population vit sous le seuil de pauvreté et a besoin des prestations sociales indispensables à leur survie. Et parmi eux, les retraités sont prioritaires, comme on dit. On ne voudrait pas, mais c'est comme ça. Le projet d'adaptation de la société au vieillissement a constaté que 93% de la population âgée veut rester autonome, chez elle, le plus longtemps possible, avec suffisamment de moyens financiers. 77% veulent pouvoir se déplacer et utiliser les transports collectifs qui actuellement sont trop chers. 65% veulent rester engagés dans la vie sociale et associative et 38% veulent avoir accès aux technologies numériques. Alors là, il convient d'en tenir compte quand on sait que la Silver, ou Silver, comme vous voulez, économie, lancée officiellement par la France, mais très discrètement en mai 2013, vise à faire face à l'adaptation de la société au vieillissement en, là c'est moi qui le dis, isolant complètement les personnes fragilisées, et la CGT le dit pareil, mais qui constitue surtout une opportunité industrielle, alors là c'est réel, hein, concurrent à créer des entreprises et en permettant aux sociétés existantes d'accroître leur chiffre d'affaires
Et il paraît que la Silver Economy pourrait générer 500 000 à 1 million d'emplois. On ne voit pas pourquoi, puisqu'on peut créer des emplois en embauchant le personnel bien formé et compétent en la matière. Mais comme les grands groupes ne peuvent plus faire, alors là c'est ce qu'ils ont, c'était écrit sur un document que j'ai montré à Jacques hier. Comme les grands groupes ne peuvent pas faire d'économies sur le champ technologique pour l'autonomie, car les marchés sont trop étroits, disent-ils, pour industrialiser leurs produits et faire des économies d'échelle, les entreprises ont besoin de marchés à l'échelle nationale et mondiale. Je ne sais pas si vous avez compris, mais moi je trouve que c'est clair. Le financement, pour le maintien à domicile, ça serait les caisses de retraite et les assurances qui ont constitué par avance des fonds afin d'aider leurs adhérents à financer les besoins. Vous voyez jusqu'où ça va, et l'objectif, placer entre autres des tablettes. Alors là, mais accrochez-vous aux branches, parce que placer entre autres des tablettes adaptables au fauteuil roulant afin de gérer toutes les fonctions de la maison. C'est-à-dire que le petit vieux, il pourra appuyer sur un bouton pour fermer les volets ou les ouvrir, pour le chauffage, pour la sécurité, l'éclairage, etc. Quelle belle vie pour les retraités qui attendent actuellement la venue de leur aide à domicile et qui ne verront plus personne pour assurer, sur le territoire et les petites communes, une qualité de vie acceptable malgré un clic sur une tablette adaptable au fauteuil roulant, un autre pourra ouvrir le frigidaire, un clic pour la télémédecine, parce qu'ils sont arrivés à ça, la télémédecine et la santé. Lucie, tu peux essayer de conclure, s'il te plaît, parce que là Non, mais il faut qu'on fasse le constat, il faut qu'on aille au-delà du constat, il faut qu'on puisse donner la parole au plus grand nombre. Je te remercie, Lucie. Qui exige avec force la création d'un grand service public de la santé qui débouche sur une formation qualifiante d'un personnel capable d'adapter l'aide qu'il apporte pour traiter les personnes âgées dans la globalité. C'est ça, répondre aux besoins, en donnant aux associations les moyens financiers appropriés qu'elles rémunèrent correctement le personnel qualifié qu'elles emploient et intégrer tous les salariés dans une convention collective. Quelle que soit la nature des établissements de santé, publics, associatifs ou privés, ils doivent être accessibles à tous les retraités car le prix d'accès dans une maison de retraite est insupportable pour la majorité des retraités et de leurs familles. Notre 11e congrès de la CGT doit exiger des mesures concrètes pour que les retraités et personnes âgées puissent rester le plus longtemps possible à domicile et que les aidants et les aides réelles puissent faire face aux problèmes qui sont les leurs. Le pouvoir d'achat des retraites, la santé, la prévention, la santé, le suivi médical. Lucie, il faut vraiment que tu conclues. J'ai ma liste d'inscrits qui s'allonge et on ne va pas pouvoir s'en sortir. Car l'évolution d'une société s'évalue à la façon dont elle traite ses aînés. 59, parce que mon syndicat d'origine est à Lille. Et puis comme j'habite dans le Pas-de-Calais, j'ai aussi des relations très étroites avec l'UCR 62. Je trouve que le tous ensemble, c'est aussi ça, de pouvoir avoir des liens entre départements. Alors moi, je suis secrétaire de ma multipro. C'est ce qui me passionne. Et je suis en même temps secrétaire de l'association LSR du bassin minier. Alors j'ai retenu dans le rapport d'introduction de Jacques, alors il y a 2 phrases qui me vont très bien, parce qu'on les pratique depuis des années. C'est travailler ensemble dans la proximité et privilégier le syndicalisme de proximité. Alors, on l'a pratiqué sans le savoir, comme M. Jourdain faisait aussi de la pro sans le savoir. 1er janvier 2004, après des années de militantisme dans l'activité, je pars à la retraite et avec mon syndicat de Lille, on crée la section des retraités. On ne savait pas que c'était de la continuité syndicale, mais voilà, on l'a fait, parce que ça nous semblait naturel. Alors, j'en suis devenu le secrétaire de cette section de retraités. Et puis, au fil du temps, on s'est rendu compte d'un problème. C'est qu'on n'arrivait pas à réunir les retraités. Pourquoi? Parce que trop éloignés, leur lieu de vie étant dans un rayon de 50 à 60 km autour de l'île, c'était en fait quasiment impossible de les réunir, ne serait-ce qu'une fois par an.
Alors, dans le même temps, il y a Daniel, qui est mon épouse aussi, enfin qui est devenue mon épouse, et qui rencontrait le même problème aussi dans son entreprise, qui est quand même pas n'importe laquelle, puisqu'elle est devenue AG2R La Mondiale. Mais quand elle est partie à la retraite aussi, c'était la question comment militer, je veux dire, dans une section de retraités alors qu'on habite à 25 km du lieu d'emploi. Donc, des grandes difficultés. Alors, on s'est dit, quand même, il faut continuer, il faut faire quelque chose. Et c'est comme ça qu'on s'est lancé, déjà à 2 au départ, dans la création, à Carvin, dans notre ville du Pas-de-Calais, dans une section multipro de retraités, avec comme base statistique que dans ma ville, il y a près de 6000 retraités. Alors, j'ai jamais rêvé non plus de syndiquer les 6000, mais enfin, 6000 retraités, ça nous fait un champ énorme, et probablement que sur les 6000, à l'époque, tout au moins, il y avait peut-être une quinzaine de retraités qui étaient vraiment syndiqués. Donc, on a un champ énorme là-dessus. Et puis, c'est plus facile quand on est dans la proximité de réunir des syndiqués et puis d'avoir des projets d'activité aussi au niveau local que de se trouver à des dizaines, parfois de kilomètres de chez nous. Alors voilà, cette section multipro, c'est vrai qu'au début, on a eu malheureusement aussi quelques incompréhensions, mais ça fait partie de la vie syndicale. Dans la CGT aussi, il y a des débats, il y a des questions qui se posent. Notre intention était d'essayer de syndiquer des retraités qui ne l'étaient pas pour diverses raisons, ou qui n'ont jamais été syndiqués, parce que là il y a un champ énorme. La continuité, oui, mais il faut penser à ceux qui n'ont jamais été syndiqués. Jacques l'a un peu évoqué, ceux qui ne le sont plus parce que leur syndicat a disparu, parce que la boîte a disparu, parce qu'ils habitent trop loin de là, et puis il y a plein de gens aussi qui n'ont jamais été syndiqués en activité, et puis c'est aussi une réalité qui dit, tiens, à la retraite, oui, peut-être que je pourrais aussi me syndiquer. C'est aussi faire comprendre à toute cette masse de retraités que la retraite, oui, c'est une vie nouvelle, mais c'est aussi une vie qui reste avec 90-95% de revendications identiques aux actifs. Si on parle de pouvoir d'achat, Lucie parle de problèmes de santé, la perte d'autonomie, ça ne concerne pas que les retraités, contrairement à ce que le gouvernement veut nous faire croire. On peut très bien perdre son autonomie à la naissance parce qu'il y a un accident, ou des fois à 18 ans parce qu'on a un accident de moto et on a perdu son autonomie. Donc vraiment, alors tous les services de proximité, la remise en cause par exemple de la Poste, la remise en cause des services publics de proximité, ça nous concerne tous, actifs comme retraités. Donc l'intérêt c'est de travailler ensemble. Alors, le syndicalisme multipro, comme nous le pratiquons, ça ne s'oppose pas du tout à ce que les retraités restent syndiqués dans leur branche. On en a souvent parlé ici au niveau local, mais oui, on peut très bien rester syndiqué dans sa boîte parce qu'on était à EDF, parce qu'on était à la Poste, parce qu'on était, je ne sais pas, à la banque. Il n'y a pas d'incompatibilité. Et justement, l'intérêt, c'est de pouvoir travailler ensemble au niveau local. Moi, des fois, j'appelle ça, il faudrait créer une maison locale des retraités CGT où on peut tous se rencontrer à l'intérieur. Moi, j'ai des copains qui sont originaires d'EDF, ils restent syndiqués EDF. On a essayé, d'ailleurs, il y a Didier qui est là à côté de moi. Oui, on a innové ici au 1er mai, tous ensemble. Je veux dire, avec des copains des territoriaux, des copains de l'EDF, nous. On s'est dit au 1er mai 2016, c'est plus la peine d'aller voir le maire avec le cahier de revendication. Il nous offre le café le matin, il nous écoute, mais il ne répond pas. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire ? Oui, on a innové cette année. On était à peu près une petite trentaine. On a formé un petit comité d'accueil sur la place de la ville. Là, quand il est passé avec le défilé, il a été très surpris. C'est une première qu'on a fait. On était une petite trentaine, on avait 2 banderoles. Et je pense qu'il faut continuer à travailler ensemble, même avec les actifs aussi, mais en tant que retraité, tout en restant dans sa branche, je répète, que ce soit EDF, que ce soit la Poste, que ce soit la chimie. Et justement, moi qui suis plus multipro, moi j'aime bien rencontrer les copains cheminots, j'aime bien rencontrer des copains de la Poste, j'aime bien rencontrer des copains d'EDF, parce qu'ils nous parlent de la spécificité de ces branches-là. Et au fond, que ce soit la Poste, que ce soit le chemin de fer, que ce soit l'EDF, tout ça c'est un bien collectif. Ça nous appartient à tous. Et donc on a tous intérêt à travailler tous ensemble
vraiment dans la proximité pour défendre non seulement tous les acquis sociaux qui sont en train de tout nous remettre en cause, que ce soit la droite ou la gauche socialiste, qui sont en train de tout nous faire passer à la trappe, mais quand je vois, beaucoup de copains ont pu mesurer aussi ce matin les difficultés pour venir en voiture ici, c'est plus seulement à Paris, c'est ici, mais la cause, elle est où aussi? Le nombre de gares qui ferment, le nombre de trains qui sont supprimés, de moins en moins de personnel dans les gares, ce qui fait que les gens n'osent plus mettre leur bagnole le matin près de la gare, ils préfèrent aller travailler en voiture. Enfin, je veux dire, là, il y a plein de choses. Il y a aussi, je ne reviens pas sur tout ce que Lucie a dit, oui, à travailler sur tous les problèmes de santé, qui fait qu'aujourd'hui, les hôpitaux de proximité, on a perdu le nôtre il y a quelques années de ça. Tout ferme, tout ferme, tout ferme. Voilà. Je m'arrête parce que c'est un peu ma passion, ce sujet, mais oui, il faut travailler dans la proximité.